Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, nous voilà de retour ici pour travailler ensemble le dimanche. Et donc, on va reprendre le fil, évidemment, de ce que l'on a laissé il y a 3 semaines pour nous plonger ici, donc en cohérence ici avec le processus du Capricorne. Et donc, on va parler de structure, puisque pour pouvoir réaliser, évidemment, ce mouvement de restructuration, c'est important de pouvoir repartir du point de base qui est la structure. Donc le préfixe de restructuration, enfin ce qui s'associe ici, donc le fameux re, c'est un mouvement de retour. Donc pour pouvoir faire un mouvement de correction, si on voulait le voir comme ça, il faut effectivement comprendre la structure au départ, et donc c'est ce que l'on va ici aller explorer dans cette toile de fond qui va donc venir accompagner ici le défi. Donc on va avoir 2 vidéos et ensuite on passera donc ici dans un nouveau mouvement qui est celui du Verseau. Et donc l'objectif va être de séquencer, si vous préférez, ce thème de la structure de 2 façons, comme on l'a fait ici depuis un certain temps déjà, donc depuis qu'on est arrivé en Scorpion. On va faire une première vidéo dans laquelle on va aller travailler le principe, donc vraiment se donner ici la définition, s'inscrire dans le mouvement, et puis ensuite on ira explorer un peu plus loin cette notion ici de structure en passant par la restructuration. Et donc on va le faire ici tout simplement en 2 étapes pour que cette toile se tisse évidemment ici autour du défi, et également pour éviter que les vidéos soient trop longues. Donc une même introduction par rapport à un même thème, et donc 2 vidéos ici distinctes sur évidemment 2 dimanches. Ici, vous connaissez le principe, mais c'est vrai que c'est toujours important de le rappeler. On n'a pas vocation à exposer les choses dans le sens d'une vérité qui serait absolue, qui serait sacrée, qui serait évidemment la seule et unique vérité. Ça a pour objectif de vous inspirer, de soutenir évidemment ici le développement de votre pensée, donc de façon individuelle. Et c'est important de prendre ce qui résonne, ce que l'on est en capacité à un instant T d'utiliser, mais par rapport évidemment ici à soi. On est dans un mouvement qui est beaucoup plus extérieur, hein. C'est la thématique ici qui nous permet d'aborder le monde extérieur d'une autre manière. Et donc on cherche vraiment ici à affiner notre regard, notre conscience de nous-mêmes, donc une forme de responsabilité bien sûr ici, et donc qui s'inscrit parfaitement dans le processus du Capricorne, mais en interaction ici évidemment ici avec les autres. Donc on a un regard que l'on porte ici vers l'extérieur, et donc c'est une modification, une altération, puisqu'on est dans l'altération de cette conception du monde qui nous entoure, et qui de fait par effet ricochet par rapport à la relativité ici du monde dans lequel on est plongé, qui impacte forcément ici notre conscience de nous-mêmes. Donc on est dans un mouvement où on essaye de faire se rejoindre ici les territoires intérieurs et les territoires extérieurs, mais c'est important de considérer que chaque thème en fait ici c'est quelque chose d'évolutif, et qu'on vous encouragera bien sûr évidemment ici à cultiver à partir de votre propre regard, de votre propre conception du monde. Et on est ici dans le cadre de ce qui peut inspirer justement ici et nourrir cette réflexion qui est la vôtre. Après, les commentaires évidemment ici sont ouverts. Ce qui est intéressant lorsque l'on présente quelque chose, c'est de pouvoir exposer bien sûr ici les différents points de vue. Alors on est dans une vidéo qui est enregistrée, donc c'est difficile de débattre, mais par contre voilà, tout est ici préparé sur la chaîne pour que vous puissiez interagir alors entre vous, et puis évidemment ici avec nous. Que vous dire d'autre? Vous remercier évidemment ici de votre écoute, de votre fidélité, de votre attention, bien sûr. N'hésitez pas, encore une fois, à utiliser ici les boutons, qu'ils soient commentaires ou les likes. Ça permet de dynamiser le contenu, et peut-être de le faire ici se diffuser à l'extérieur par le jeu de l'algorithme. Et puis si ces vidéos, parce que sur le monde extérieur on aborde d'autres notions, vous semblent appropriées d'être diffusées ici autour de vous, n'hésitez pas évidemment à utiliser la fonction partage. Ça peut permettre de créer évidemment des points de connexion
différent dans la pensée de celles et ceux qui vous entourent, ça peut permettre en tout cas de soutenir ici une réflexion individuelle qui n'est pas toujours de nature introspective. On encourage ici à la curiosité avec ces vidéos. Donc si on est ici entouré de personnes qui sont curieuses du monde ici qui les entoure, ça peut peut-être soutenir ici une partie de leur réflexion. Voilà pour l'intro, donc je vous retrouve évidemment ici dans quelques minutes, dans quelques secondes même, pour travailler ensemble le thème de la semaine. Alors cette semaine, on va donc poursuivre ici notre route dans la structure et donc la restructuration, puisque c'est évidemment ce que l'on cherche ici à mettre en œuvre. Donc le Capricorne nous pousse à la restructuration, mais comme on l'a vu dans la première partie, pour pouvoir restructurer, il faut comprendre la structure. Et c'est souvent ce qui nous limite ici entre les deux. Quelque part, je vais le dire comme ça, c'est pas qu'on ne souhaiterait pas se réinventer, mais c'est vrai que c'est difficile tant que l'on ne comprend pas la manière dont on s'est inventé. Parce que s'inventer et se réinventer, structurer ou restructurer, n'est qu'une réitération ici du mouvement qui permet d'adresser les choses de façon différente. Et donc, tant qu'on ne comprend pas comment elles ont été adressées, c'est évidemment ici un exercice délicat que de se restructurer ou de se réinventer ou de recommencer. Donc, ce fameux préfixe ici du retour, il est délicat en fait, quel que soit finalement l'endroit où il va se situer et le mot dans lequel cette notion de démarrage, de retour, voilà le principe de réitération, se situe. Et empêcher et gêner, et ça encore une fois c'est très cérébral, donc c'est quelque chose évidemment, alors pour le coup qui est logique, il n'y a pas de sujet autour de ça. C'est normal de se mettre en erreur 404 quelque part dans la zone cérébrale, parce que pour que on puisse restructurer ou réinventer, eh bien, il faut comprendre bien évidemment de quoi on parle. Donc les points clés évidemment ici de la structure, cette première partie, c'est celle qui nous a permis de poser les bases et donc les jalons de ce que représente une structure, que ce soit ici d'un point de vue collectif. Et donc souvent lorsque l'on regarde les choses au plus loin, on sait les rapprocher au plus près. Donc les manières dont le tout ici s'assemble, c'est quelque chose qui est essentiel d'être. Il y a une question d'appropriation ici autour de ça, donc il y a un développement de connaissances qui donc passe bien sûr ici par l'extérieur, mais qui doit pouvoir avoir un effet par rapport à notre intérieur. Parce que le conditionnement de la forme au travers ici de sa structure, c'est au plus loin comme au plus près. Et si on ne comprend pas les conditions inhérentes du mouvement de la structure, au plus loin ou au plus près, eh bien on va avoir de la difficulté ici à sortir évidemment de nos conditionnements. On ne peut pas sortir d'un conditionnement que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne connaît pas, que l'on n'identifie même pas en fait. Et donc on va appliquer évidemment ici ces conditions par ignorance quelque part de ces conditions. Et l'ignorance, c'est pas un gros mot, c'est normal en fait ici d'avoir une absence de savoir dans certains domaines. C'est très difficile de s'auto-évaluer. Bien sûr, il y a des méthodes pour pouvoir le faire, mais ça a quand même ses limites. Et c'est vrai que on revient ici au principe de relativité. Sans jeu de miroir, il nous manque en fait ici des éléments. On ne peut pas se regarder dans un ensemble si effectivement on n'utilise pas quelque chose qui nous permet de constater. Et la constatation, elle est double, c'est-à-dire que on va travailler par exemple ici quelque chose, et ce quelque chose, finalement la valeur de ce quelque chose et la libération éventuellement d'un conditionnement ne peut être attestée que lorsque l'on est capable de faire autrement, justement. Si on a toujours fait quelque chose d'une même manière, il n'y a que ce moment où, quelque part sans qu'on y pense, que ça soit complètement un nouveau mouvement naturel qui vienne prendre la place de ce qui ne l'était pas, lorsque ça se produit, c'est là où on constate qu'on est sorti d'un conditionnement. Et c'est là où ensuite on peut conscientiser parce que, évidemment, on ne peut pas observer quelque chose que l'on ignore. C'est pour ça que je disais l'ignorance n'est pas du tout un gros mot. Ça nous représente au départ. Il y a une forme d'ignorance en chacun. Et donc, il faut chasser évidemment ici cette ignorance un maximum
Et pour ça, ça nécessite de développer bien sûr ici sa pensée, de développer notre compréhension du monde. Et donc, comprenez ici qu'on va remplacer monde par structure, de la structure en fait, ici de ce monde. Lorsque l'on dit le monde, il y a une définition, elle est très générale. On peut parler de monde effectivement intérieur, on peut parler de monde extérieur, on peut parler de monde dans le sens le plus collectif, ou on peut parler de monde dans le sens ici le plus individuel. Et ce qui compte, c'est finalement la structure. En fait, c'est de comprendre la structure et de comprendre qu'au sein d'une structure, il y a donc un contenu, la structure étant le contenant. Et pour que finalement ce contenu s'adapte ici à ce contenant, eh bien il y a un conditionnement, en fait, quelque chose qui va permettre de maintenir le contenu dans le contenant. Donc, on peut le voir dans le sens le plus global, on peut le voir dans le sens le plus individuel. Le corps est le moyen de conditionner le produit ici qu'est l'être, c'est le moyen pour l'être d'intégrer la structure, donc l'incarnation physique, et ça lui donne une capacité de mouvement, à partir évidemment ici des conditions de la structure, donc des conditions physiques si vous préférez, conditions bien sûr de maintien de la structure, il faut que la structure continue à exister, sinon il ne se passera plus rien, et donc il y a tout un tas de règles autour de ça. Donc le rapport au corps, il est lié à des conditionnements plus primaires, des besoins primaires. On a besoin de se nourrir, on a besoin de se protéger, ne serait-ce que l'épiderme par exemple. On a besoin de se prémunir ici de certaines maladies. On cherche toujours davantage à faire ralentir ici les effets du temps sur nous, par exemple. Ça sert à quoi d'avoir une existence si on n'est pas en bonne santé? Donc il y a tout ça bien sûr ici qui joue. Et puis au-delà de la partie qui pourrait être considérée comme individuelle, bien qu'il y a quand même ici un impact collectif, ici notamment les éléments les plus naturels, il y a tout ce qui touche bien sûr ici à ces éléments naturels comme la gravité, comme effectivement le climat, etc., etc. Et ça, ce sont des conditionnements sur une structure plus collective évidemment qui touche à la Terre. Donc cet être ici, au travers du corps, bien sûr, il s'adapte, et il doit pouvoir s'adapter à la structure et au conditionnement de cette structure pour pouvoir exister, donc pour pouvoir être présent. Et puis ensuite, eh bien, il faut quand même se souvenir qu'il y a une différence entre exister et vivre. Ça peut s'établir de façon désynchronisée, je pense que ça aussi c'est important de l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'on peut cesser d'exister en tant qu'individu, et le corps n'est pas nécessairement ici sans activité, sans mouvement. Pour preuve, ici, si par exemple vous quittez votre existence physique, que vous décédez, eh bien, c'est pas pour autant que l'organisme en fait cesse de vivre. Il y a des tas de cellules qui vont survivre ici pendant un certain temps. Quand on a une dépouille, par exemple, on sait que les cheveux et les ongles continuent à pousser. Donc en fait, ça ne correspond pas à la fin, si vous préférez. C'est la fin de votre existence en tant qu'individu. Finalement, vous allez quitter votre corps. Votre énergie a quitté le corps. Mais il reste suffisamment d'énergie dans ces petites cellules pour que ce soit désynchronisé, en fait, ici, de votre départ. Mais ça, c'est important aussi, parce que ça montre à quel point l'existence et la vie ont un point de connexion, un point de conjonction. Il y a cet endroit où les choses se rejoignent. On peut exister et vivre. Et puis, on peut exister. Alors, est-ce qu'on peut exister sans vivre? Pas dans l'incarnation physique. Alors, oui, en théorie, parce qu'on pourrait dire qu'il y a d'autres choses qui existent, qui sont plus invisibles. Mais là, si on trouve le point de jonction entre les deux, on va parler d'existence dans le sens terrestre, par exemple. Et donc, effectivement, on a besoin d'un corps pour pouvoir exister sur la Terre. Si on n'a pas de corps, je pourrais convenir que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de corps que les choses n'existent pas, parce que voilà, l'énergie dépasse la simple condition physique, mais c'est différent. Donc ici, on a un croisement quand on s'incarne. On fait croiser ici deux éléments, l'existence physique et la vie, en fait. Et donc, c'est un assemblage. Voilà, c'est votre structure, à ce moment-là, elle s'assemble et elle contribue effectivement à cette structure plus large et plus grande que va représenter la troisième dimension physique. Ça se synchronise et ça se désynchronise. Comprenez aussi le mouvement. Donc, il y a un moment donné où tout se synchronise. On émerge dans un corps et puis il y a le moment où ça se désynchronise.
un corps évidemment ici que l'on délaisse, et ça ne signifie pas nécessairement que la vie s'arrête pour autant. Donc la désynchronisation de ces structures, elle est tout aussi relative que le reste. La relativité présente quand les deux points se relient nous donne effectivement ici une opportunité donc de combiner l'existence et la vie, et donc par effet ici de relativité avec le monde, il y a une interaction bien sûr ici qui se met en route. Et si vous comprenez ça, vous comprenez aussi que c'est contradictoire aussi ce besoin d'immédiateté, parce que en fait c'est ce que ça donne. Si vous comprenez que finalement l'existence et la vie se croisent et que c'est pas toujours synchrone, il y a des choses qui peuvent se faire en dehors de ce croisement, eh bien vous comprenez aussi que souvent d'ailleurs dans l'existence, parce qu'on est inconscient en fait de ce croisement entre existence et vie, donc de cette désynchronisation potentielle, eh bien on va avoir des actions et des réactions recherchées dans un effet immédiat. Et ce qui n'est pas immédiat, donc ce que l'on n'est pas en capacité de saisir immédiatement, l'information que l'on n'est pas en capacité de saisir immédiatement dans notre zone cérébrale. Donc quand je parle d'action-réaction, c'est que je fais quelque chose et j'ai immédiatement un résultat. Et aujourd'hui, le numérique nous a beaucoup entraînés et conditionnés à l'immédiateté du résultat. Eh bien, cette réponse cérébrale, si elle a un temps donné, elle va générer des émotions contradictoires, qui ne sont plus de fait des émotions naturelles, qui sont encouragées ici par une pratique qui est très régulière dans ce côté très contemporain ici, donc à cet instant de la ligne de temps où tout s'accélère en fait quelque part. C'est vrai que ça devient un mouvement non naturel que d'attendre. Donc l'attente peut être remplie de nombreuses choses, mais ces réponses cérébrales, et avec toute cette surstimulation ici cérébrale, et donc quelque part cette désynchronisation entre le numérique et le vivant, ça aussi c'est important de le comprendre, il y a une désynchronisation entre les règles les plus naturelles, le vivant, organisme vivant, et tout ce qui va être artificiel, donc tout ce que l'on crée au travers ici du numérique. Et donc, eh bien, entre les deux, en tant qu'être humain, on doit se resynchroniser nous-mêmes, parce que autrement, eh bien oui, il y a certaines de nos actions qui n'ont pas une réaction immédiate. Ça ne veut pas dire que la vie ne suit pas son cours, ça veut simplement dire qu'on s'est conditionné dans un mouvement qui est beaucoup plus rapide que cela n'est naturel. Donc là aussi, quand on parle de structure et donc potentiellement de restructuration, c'est important de considérer qu'il y a le cycle naturel. Il y a donc des choses qui prennent le temps nécessaire, donc c'est vraiment le rapport au temps, et il y a des choses qui échappent dans le sens organisme vivant, donc vie. Il y a des choses qui échappent à notre contrôle, là où effectivement, dans quelque chose qui est plus automatisé, mais qui n'est plus naturel, puisqu'il est un outil, et donc il n'est pas régi par les codes naturels du vivant, et bien là, il y a des choses qui peuvent être immédiates. Et donc vous avez aussi la différence ici entre l'intelligence organique, qui elle est régie par une structure et des conditionnements propres à sa structure, et l'intelligence ici artificielle, qui elle est régie par d'autres codes. Et donc, je pense que ça va être un de nos challenges dans la période qui s'ouvre, de justement réussir à trouver un équilibre ici entre les deux, parce que finalement les deux peuvent coexister, et on peut tout à fait les comprendre, mais il peut y avoir évidemment une forme d'ignorance par rapport à nos réactions, puisque nous ne sommes pas des machines artificielles. En tout cas, on est un organisme vivant organique, et donc on a besoin de trouver quelque chose au centre, surtout si on continue à utiliser évidemment de la technologie. Eh bien, il faudra à un moment donné que de façon individuelle et probablement de façon collective, cette différence puisse s'établir, parce que sinon, eh bien, la désynchronisation de nos mouvements va créer, et on voit bien à quel point ça peut amplifier des situations émotionnelles, de la frustration, ça peut amplifier d'autres émotions. Exemple le plus concret, donc la frustration et la colère, elle est beaucoup amplifiée évidemment par le côté le plus artificiel, mais si on prend d'autres émotions, on va prendre une autre émotion primaire qui est la tristesse, et bien par exemple si je suis très engagée dans mon propre développement, que je suis très engagée dans mes intentions, que je suis très appliquée dans mon propre processus et que je fais les choses vraiment par étapes.
si je ne prends pas en compte la condition de la structure, qui est effectivement cette désynchronisation entre existence, donc ce que je suis en capacité physiquement de comprendre, de voir, de percevoir, et le côté vie, qui donc forcément a une portée qui est plus large que ma simple existence. Et donc cette désynchronisation qui est en réalité complètement naturelle, si je ne l'intègre pas dans ma zone de réflexion, eh bien je peux sentir par effet de cycle de la tristesse, et qui va ici passer par le mécanisme de perte de foi. Pas perte de sens, mais perte de foi. J'ai tout bien fait comme il faut et le résultat n'est pas là. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, il y a un petit mix entre la frustration, et chez certains, pendant tout un temps, ça va être plus de la frustration que de la tristesse. Mais quand je me suis beaucoup engagée dans ma foi, ça peut être de la tristesse. Parce que là, en fait, j'ai le sentiment que je vais devoir faire le deuil de tout ce que j'ai réalisé. Parce que puisque ça ne se produit pas, et là, à ce moment-là, quand on est dans la foi notamment, on va se dire, bon, alors, si ça ne se réalise pas, c'est peut-être que je me suis trompée, en fait. Et donc, je n'ai pas fait les choses comme il fallait. Et là, je vais ressentir de la tristesse. Pourquoi? Parce que je me sens comme poussée à devoir me séparer, parce que la tristesse joue sur le phénomène de séparation. Je vais devoir me séparer de ce projet, de ce que j'imaginais ici être finalement le cours de mes propres événements, et je vais devoir me réinventer. Donc ici, en fait, se trouve aussi une difficulté entre structure et restructuration, parce que parfois, j'imagine quelque part, et il y a une forme d'illusion, par de fait méconnaissance de ce mécanisme. Alors j'espère que voilà, cette vidéo va vous aider à comprendre les choses différemment, parce que l'idée ici, et le côté facile, ce serait de renoncer. Je me désengage. En fait, je me suis beaucoup engagée et puis je vois qu'en fait ça ne marche pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je me désengage en fait. Donc là, le seul phénomène finalement ici qui va se passer, c'est que dans le désengagement, je renonce en fait. Donc je m'abandonne ou je me rejette. Et là, vous avez quelque chose que, évidemment, dans l'expérience de l'âme, on sait extrêmement bien faire, c'est le renoncement. Et donc, comme les infinis sont multiples, qu'il y a de multiples possibilités, donc l'infini, eh bien, je ne vais pas au bout, en fait, ici, de mes expériences. Donc, vous comprenez aussi pourquoi les choses bloquent et pourquoi, quand on travaille dans un processus, c'est essentiel d'aller toujours au bout du geste. Ça vient de là, en fait. Et puis, évidemment, dans les situations les plus modernes, c'est très amplifié. Donc, on va ensuite déclencher peut-être du doute, qui peut être associé évidemment ici à de la peur, et notamment une perte d'estime potentielle, parce qu'on a le sentiment, donc on a associé deux événements, c'est-à-dire qu'on a associé tout ce que l'on a tenté de faire avec le résultat, ça génère une émotion et l'ensemble va créer le sentiment. J'ai le sentiment d'avoir échoué, parce que ça ne s'est pas produit, donc il faut que je trouve une réponse autour de ça. Pourquoi effectivement ici la structure n'a pas répondu quelque part comme je l'attendais? Eh bien, peut-être parce que ce n'est pas totalement terminé. Et à ce moment-là, c'est pas ce qu'on se dit en fait. On se dit, je me suis trompée, j'ai échoué, je suis dans l'erreur. Et donc, ça demande évidemment aussi une forme d'apprentissage que de se dire non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'il faut que de mon côté, en tant qu'individu, je comprenne que la structure a un certain nombre de conditions, que pendant tout un temps donné, je ne maîtrise pas l'ensemble de ces conditions, je ne maîtrise pas les conditions dans le sens le plus collectif, et je ne maîtrise pas non plus l'ensemble de mes conditions. Donc, tant que je n'ai pas la capacité ici à avoir la réponse, ça ne veut pas dire que je ne l'aurai pas, mais ça veut dire que ma conclusion, donc ici je reviens dans quelque chose que l'on a travaillé ici il y a quelques semaines, le problème n'est pas l'événement, mais il est la déduction. Et majoritairement, lorsque vous avez ici ce sentiment, lorsque vous vous placez ici en situation de problème, le problème n'est jamais dans l'événement, il est dans la déduction ici du résultat. Il est dans l'accueil, il est dans la manière dont vous concevez l'information. Pas ici dans l'événement à proprement parler, c'est dans sa conception, c'est dans sa structure et donc c'est dans son conditionnement. Très important. Donc,
Lorsque ça ne marche pas, effectivement, l'effet que l'on va avoir, et c'est ce qu'on a travaillé lorsqu'on était dans le point opposé en cancer, c'est qu'effectivement, il va y avoir un effet fermeture. Alors la fermeture, elle ne se fait pas toujours de façon cool, quoi. Enfin, il y a des fermetures faciles et puis il y a des fermetures complexes. Il y a ces fermetures où en fait on tourne le dos, on quitte, on renonce complètement, hein. Clairement on renonce, on se dit bah c'est pas pour nous, donc je quitte. Il y a effectivement, alors je peux quitter et puis dans différentes attitudes ou différentes façons de quitter, hein, dans l'état d'esprit en tout cas, la manière de vivre la fermeture, elle est pas identique. Et puis à ce moment où j'ai compris que je suis en apprentissage, et là je vais m'attacher à fermer les choses d'une certaine manière. Donc je suis plutôt dans l'apprentissage de la fermeture, au lieu de claquer la porte si vous préférez, je vais m'attacher à la refermer le plus proprement possible, voilà, sans tout ébranler, etc. C'est une autre façon bien sûr de faire, mais c'est toujours le fait de quitter, hein. Il n'y a pas ici de sujet, ça reste quelque chose que l'on quitte, que l'on arrête et que l'on termine. Maintenant, on ne le dissout pas. Ce n'est pas de la résolution. La résolution voudrait qu'effectivement, on reconnaisse que ce n'est pas pour nous. Et pas simplement d'y mettre fin, même proprement. En fait, c'est de se dire oui, en fait, c'est pas pour moi, ça ne me concerne pas. Et donc là, c'est me distinguer entre territoire intérieur et extérieur. C'est de fait travailler la déduction à partir de ce que je suis. Et donc, ça passe nécessairement par de la connaissance de soi. Et quand vous connaissez votre structure et vos conditionnements, eh bien là, vous avez de fait à ce moment-là la capacité à comprendre, en analysant le conditionnement, si cela finalement est un conditionnement, donc une mise sous influence plus extérieure, quelque chose auquel vous avez adhéré pour plein de raisons, parce que l'existence est conditionnée quand même ici par une partie très collective, ou effectivement quelque chose finalement ici qui vous appartient, ça fait partie de votre challenge, ça fait partie de vos compétences en fait. Bon, l'ensemble fait quand même partie de vos compétences, mais il y a des choses qui vous sont au plus proche de vous, parce que ça concerne vraiment ici votre être, ça concerne vraiment votre expression. Et puis, il y a ce qui conditionne plutôt l'apprentissage de la relativité, donc de l'interaction ici avec les autres. Et on a besoin des deux, mais c'est pas toujours de cette manière-là qu'on l'adresse. Donc, il faut distinguer le côté le plus interactif du côté le plus individuel. Ça, c'est quand même important, parce que dans les deux cas, il y a une responsabilité autour du mouvement. Donc, quand les choses ne se produisent pas, ou que l'on ne voit pas le résultat de nos actions, le seul, on va dire, c'est une forme d'orientation que je peux partager ici avec vous. Dès lors que l'on s'appuie sur la structure et que l'on cherche à restructurer, il va être essentiel ici de se souvenir que les réponses, notamment lorsqu'elles sont dans le sens de la vie, donc en mouvement naturel, eh bien, il faut cultiver la sérénité. Et la patience, c'est le fait de souffrir. Donc, je ne vais pas vous pousser à être dans la patience. Ce n'est pas l'idée, en fait. Maintenant, on peut utiliser ici la patience plutôt par rapport à un proverbe que j'aime bien, qui permet ici vraiment de comprendre la partie la plus naturelle des choses. C'est un proverbe chinois qui dit « Patience, avec le temps, l'herbe devient du lait ». Donc, vous retirez la patience et vous mettez, soyez serein, avec le temps, l'herbe devient du lait, parce qu'il y a quelque chose de naturel derrière ça. On n'a pas du lait si effectivement l'herbe n'a pas ici été broutée par l'animal qui va produire le lait. Bon, mais pendant tout le temps où il broute, on ne sait pas en fait quand est-ce que le lait finalement va être disponible. Bon, a priori, si on élève des chèvres ou des vaches, on sait que tous les jours il y aura une traite, mais ce morceau d'herbe qui vient d'être mangé à un instant T, combien de temps met-il pour pouvoir être finalement la récolte du jour? Bon, là, à moins d'étudier en profondeur le fonctionnement digestif de la vache et de la chèvre, qui, je n'en doute pas en plus, est différent, bien malin celui qui me dira le nombre d'heures qu'il faut entre le moment où cette parcelle en particulier a été ingérée et le moment où elle se retrouve dans ma traite. Je veux vraiment que vous compreniez cette désynchronisation qui est importante, où l'ensemble est bien la vie, mais où finalement, selon l'endroit où se porte notre regard dans l'existence, soit je suis en train de regarder la vache qui broute, la parcelle en particulier, soit je suis en train de la traire, et entre les deux, je n'ai pas la possibilité de faire le lien entre cette motte qu'elle est en train de brouter à telle heure et la goutte de lait qui correspond.
C'est pas grave, en fait, en soi. Si on le prend dans cet exemple-là, évidemment, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu parce que, bon, finalement, on aura du lait, donc tout va bien. Il n'y a pas d'enjeu. Mais quand c'est au plus près de nous, il y en a. Donc, lorsque ça devient complexe, lorsqu'effectivement, ça fait appel ici à la problématique de l'émotion ou de l'association en sentiment, eh bien, souvenez-vous de cet exemple. Notez-le. Au moment où effectivement un animal en particulier va brouter le centimètre carré prédéterminé, on n'est pas en capacité de savoir dans combien de temps et surtout au milieu de la traite, quel est finalement le lait en particulier que j'ai été tiré entre telle heure et telle heure et qui correspond à cette motte. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important finalement, c'est qu'il y a un animal qui broute, qui a un système digestif qui va permettre une transformation du lait que je vais pouvoir ici consommer. À appliquer évidemment à partir de soi. Donc, la causalité, parce que c'est de ça en fait qu'il s'agit. La causalité de la structure, elle existe. C'est-à-dire que même si la causalité nous échappe, elle existe. Il y a une désynchronisation entre effectivement ici, on ne peut pas observer le phénomène de causalité de façon complète et entière en fait. Il y a une désynchronisation. Il y a toujours quelque chose qui échappera à votre vigilance, à votre connaissance. C'est pas le problème en fait. C'est un mouvement qui dépasse ici notre propre conception. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas tout observer à la loupe et on ne peut pas attendre d'avoir tout observé à la loupe pour bouger. Parce qu'ici, on serait dans un mouvement stagnant, voire décroissant, enfin arrêté. Ça va au-delà de la stagnation, il n'y a plus de mouvement en fait. Si on devait systématiquement attendre d'avoir ce genre de réponse pour consommer le lait et être sûr, je reprends l'exemple. Si par exemple, vous partagez un champ avec des amis, que vous avez X bêtes, que vous vous êtes divisé la parcelle et que vous dites, bon bah moi je collecte le lait qui a été fabriqué avec cette herbe. Ben, je vous souhaite beaucoup de courage parce que je pense que personne ne va consommer le lait. En fait, il aura le temps de pourrir avant que vous ayez réussi à vous mettre d'accord. Parce que c'est complètement impossible à déterminer. Et il y a beaucoup de choses en fait dans la vie qui sont impossibles à déterminer avec cette précision. Et si on attend ce niveau-là de précision, il ne se passe plus rien. Dans cet exemple-là, vous risquez ici de mourir avant d'avoir pu consommer. Si par exemple c'est votre seule source ici de nourriture, ben, je vous souhaite beaucoup de courage. Vous aurez le temps, en fait, ici, de complètement vous décharner. Et souvent, dans notre vie, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que souvent, quand effectivement, on cherche à restructurer quelque chose dans notre vie, c'est ce qui se passe. C'est de cette manière-là, en fait, qu'on fonctionne. C'est-à-dire qu'à vouloir ici faire les choses parfaitement, à vouloir faire les choses de façon sécurisante, à vouloir répondre à l'ensemble de conditions pour la majorité qui ne nous concernent pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas revenu à l'essence du sujet. On est dans l'événement et la déduction de l'événement et en fait on en a fait un problème, il ne se passe plus rien en fait. Donc on va prendre un autre exemple. Bon, là vous avez compris que j'ai pris cet exemple-là parce que ça répond à un besoin primaire. Alors vous allez me dire, bah oui mais on l'aurait fait autrement. Oui, j'espère, en fait. Et évidemment, je pense que majoritairement, tout le monde aurait fait autrement. On aurait fini par se dire, c'est pas grave, on partage les choses, alors peut-être à part égale, peut-être de façon équitable. On va rentrer ensuite en verso, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire on aurait peut-être répondu aux besoins nutritionnels de chaque individu, dans le meilleur des cas, où on aurait fait une répartition à part égale et peut-être tout le monde n'aurait pas mangé à sa faim. Mais peu importe. Je pense que sur un besoin primaire, on est plutôt d'accord de se dire que ça aurait quand même été idiot de laisser tout le monde mourir de faim sous prétexte qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la parcelle. Mais globalement, tous les problèmes de notre vie se construisent exactement de la même manière. Dans la même logique, en fait. Dans la même logique, sauf que comme c'est beaucoup moins primaire, effectivement, que cela ne l'est dans cet exemple, on va peut-être pas en mourir d'un point de vue ici primaire. Mais une existence qui ne nous ressemble pas, un moment où on est désynchronisé avec notre vie, il se passe des tas de choses en fait. Et donc, à ce moment-là, il faut vraiment ici se replacer. Vous aurez toujours assez de temps pour rejoindre la vie. La question, elle ne se pose pas.
Si quelque part vous êtes prédisposé dans cette existence, parce que tout va concourir en fait. Ici, la vie, elle va faciliter de nombreuses choses, et puis bon, ça dépasse un peu le cadre, on ne va pas revenir sur l'ensemble de ces concepts, c'est pas l'idée, mais voilà, à fréquence régulière, les portes s'ouvrent, etc., etc., etc. Bon, très bien. Mais c'est une fréquence régulière, donc déjà, il y a des choses que vous pouvez faire aujourd'hui, il y a des choses que vous pouvez refuser de faire aujourd'hui et que vous ferez dans 10 ans, aucun problème. Le temps, finalement, il sera à votre portée. Mais à ce moment-là, il faut juste se dire, ok, parce que en fait, ce moment où on doit dissoudre cette barrière, hein, ok, c'est comme une barrière. Ici, c'est de la responsabilité, c'est de la volonté propre. Donc ça peut prendre un temps. Ça prendra peut-être pas 10 ans, en fait, mais quoique, hein, ça prendra peut-être pas 10 ans, mais ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. De mon point de vue, mais là, pour le coup, c'est un point de vue purement personnel, c'est trop, en fait. Pourquoi c'est trop? Parce que oui, dans l'absolu et à échelle de votre existence, c'est 2 ans, 3 ans, et puis peut-être que vous allez en vivre 80. Mais c'est un peu bête quand même ici de se dire qu'on aurait eu 2 ans, 3 ans de plus pour faire d'autres choses. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le regarde. C'est-à-dire que je me dis, oui, le temps, on en dispose, et en fait, le rapport au temps, il change beaucoup. Mais je trouve quand même dommage, mais ça c'est mon point de vue, je trouve dommage de ne pas profiter de chaque souffle, en fait. Parce que c'est ce que l'on engrange à ce moment-là, ce que l'on vit, ce que l'on ressent, c'est quand même 1000 fois supérieur à cette autre façon de vivre, l'existence. Si je peux m'économiser 3 ans à subir, de façon purement individuelle, j'achète, en fait. Pourquoi j'irais me faire souffrir 3 ans de plus? C'est quoi l'idée, en fait? Ok, mais ça, alors vous allez me dire, c'est mon point de vue. Oui, alors c'est sûr, c'est facile de l'autre côté. Ça, je le reconnais. Mais il n'empêche que dans le challenge de la vie, c'est un challenge de tous les instants. Et on n'est peut-être plus dans la souffrance, mais le côté temps, en fait, il doit pouvoir se maîtriser à peu près autant que le reste. Si on maîtrise la structure, si on maîtrise les conditions, on peut strictement ne rien faire. Alors de fait, il ne se produit rien puisqu'il ne peut pas y avoir ici de causalité. Ou on peut se laisser porter, mais en fait, il y a beaucoup d'espaces vides finalement dans l'intervalle. Et ces espaces vides, je peux les utiliser à plein de choses. Donc, il y a des moments où il faut se reposer, et ça, ce sont des moments utiles, mais même au milieu de ça, il y a des espaces vides, toujours. Et ça, on ne peut pas non plus l'ignorer. Parce que le mouvement, en réalité, il est permanent. Donc vous êtes, de façon individuelle, vous êtes en mouvement permanent. Et donc, cette permanence ici du mouvement, donc des possibles changements. Hein. Souvenez-vous de cette phrase, rien n'est constant si ce n'est le changement. Donc, dans les faits, rien n'est constant et on peut utiliser effectivement l'impermanence. C'est ce qui va permettre d'entreprendre différemment. En revanche, le mouvement, donc votre changement d'état, votre changement d'opportunité, de possibilité, etc., ça, c'est une donnée qui est constante. Donc, ce mouvement permanent fait que vous aurez toujours des opportunités, et notamment chaque matin, de complètement vous réinventer. La question ne se pose pas, c'est quelle est ma capacité ici à me synchroniser, donc à chercher finalement le rapport avec moi-même qui est le plus synchronisé, et qu'est-ce que j'accepte ici, entre les deux. Je pense que lorsque l'on progresse, bien sûr, ici vers soi, il y a cette première idée, et notamment, probablement au point de départ, on se dit « Ah non, mais moi, je veux aller au bout ». Et puis ensuite, il y a l'existence, et avec tout ce qu'elle comporte comme difficulté, avec tout ce qu'elle comporte comme contrainte, en tout cas celle que l'on accepte de regarder, ou celle que l'on imagine. Enfin, je pense qu'il y a aussi une part ici d'imagination. On va regarder ça justement en progressant dans la vidéo, mais il y a une part d'imagination, d'illusion, de croyance, de certitude. Il y a tout un tas de choses puisqu'il y a notre conditionnement. Et donc à mesure que l'on progresse et que l'on prend conscience ici de ce conditionnement, il y a ce que l'on se sent en capacité immédiatement de réaligner, de réajuster. Ça nous fait nous rapprocher
vers nous-mêmes en fait. Et puis il y a cette partie qui est la plus proche, hein. On parle ici d'intimité par exemple, ce qui est globalement ce qu'on a travaillé à l'été. Et là, ça devient plus complexe parce que forcément, il y a une association qui n'est plus tout à fait la même dans notre propre conception de notre structure et effectivement de notre conditionnement. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus en structure individuelle, on est en structure collective. Et donc, on va l'aborder évidemment dans le sens le plus loin parce que c'est ce qui sera plus évident pour comprendre l'impact, mais cette interaction et cette relativité favorisent évidemment la confusion. C'est pour ça que je parlais ici du fait que c'est imaginaire. C'est que, au même titre que le numérique va impliquer ici, dans notre conditionnement, un effet immédiat. Et donc, lorsque ce n'est pas immédiat, on s'interroge. C'est la même chose par rapport à l'interaction. En fait, ici, se mélange la structure collective et votre structure individuelle, ou les deux structures individuelles que vont représenter les individus, mais c'est dans le sens ici collectif, c'est parce qu'on est en interaction. Donc on a un peu ici dans le même passage, si vous préférez, la même différence, même si évidemment d'un côté on parle d'une machine et de l'autre côté on parle de gens, donc on est OK avec ça, mais c'est une forme de confusion ici qui se crée. Je mélange mon propre territoire, ma propre façon d'être, donc je mélange mon propre cycle naturel avec ici un autre cycle. Et donc, vous comprenez comment la trame est complexe, évidemment, quand je vous dis ça, parce que finalement, si déjà c'est très difficile avec soi-même de faire coexister l'existence et la vie, que certes il y a une croisée de chemin, bien vous comprenez que les croisillons, ils vous dépassent, et ça se crée de fait ici avec tout ce qui nous entoure, au plus près comme au plus loin. Et plus on introduit du progrès dans notre société, et plus les croisillons se resserrent. Plus de facteurs ici extérieurs, plus de stimulus, plus de difficultés finalement à dissocier ici les assemblages, à comprendre les structures. Donc plus c'est imbriqué, plus c'est évidemment complexe. Ça ne signifie pas que c'est impossible. Ça signifie, et là je vous renvoie à la première vidéo, qu'il faut revenir à des constats moins complexes. Parce que si on se base uniquement sur ce niveau-là de complexité, le problème ne sera pas l'événement en lui-même, ça va être la déduction de l'événement. Plus c'est complexe, plus c'est difficile d'en établir les contours. Plus on revient dans quelque chose de simple et plus c'est facile de comprendre le mécanisme. Donc plus on est dans la simplicité et globalement, je pense, plus on est en capacité de se déconditionner. Si on ajoute tout un tas de facteurs extérieurs, eh bien on va aller augmenter le nombre de prétextes à notre inaction, à notre absence ici de mouvement, et donc évidemment on va se figer dans le temps. Donc pour évidemment changer cette idée, c'est la posture du pionnier qui peut aider, en tout cas en termes d'image. On pourrait l'appeler n'importe comment, pionnier, le précurseur. Les deux ont leur avantage, mais on va utiliser les deux comme ça, vous pourrez voir lequel vous correspond le mieux. Le pionnier, c'est la personne qui ouvre la voie. Donc, sous-entendu que s'il ouvre la voie n'était pas ouverte avant qu'il l'ouvre. Premier élément d'analyse. Donc, c'est lui qui manifeste la voie. Il ne s'intègre pas dans une voie qui est manifestée. Le précurseur, c'est le même principe. Si on utilise le mot précurseur, il faut considérer le mot curseur et le préfixe pré, qui est l'action de précéder. Donc précéder le curseur. Le curseur en étymologie, c'est le messager, qui est devenu, dans le langage commun, c'est devenu le coureur, mais dans le sens coursier, hein, donc dans le fait qu'ici, on parcourt quelque chose pour transmettre. Si on le regarde dans le sens le plus usuel, aujourd'hui on utilise un curseur parce que c'est une pièce qui est mobile et qui va se déplacer. Ici, elle va coulisser le long d'une glissière. On peut l'utiliser par exemple un curseur de temps, vous voyez, donc une frise, quelque chose ici que l'on a construit et dans lequel on fait coulisser ici un curseur pour aller en avant ou en arrière. Alors, comprenez de fait que c'est un mouvement qui est évidemment globalement linéaire quand on l'utilise de cette manière-là dans sa version outil. Et donc c'est pour ça qu'il faut rester sur le plus simple, qui est le fait de précéder ici le curseur. Donc précéder ce qui ensuite va coulisser, en avant ou en arrière. C'est le mouvement qui précède ici
l'établissement de quelque chose. Donc, revenir dans cette idée, c'est se donner l'opportunité. Donc, effectivement, c'est de se dire, d'accord, si j'ouvre la voie, ça veut dire que la voie n'est pas créée. Si je suis un précurseur, ça signifie que je ne suis pas encore figée ici dans quelque chose qui est linéaire. Et c'est bien, effectivement, ce qu'il faut aller rechercher. C'est quelque chose qui va au-delà de l'existence, celle que vous avez conçue. Et c'est ce que nous demande ici le défi, quelque part, du Capricorne. C'est de revenir à quelque chose qui précède. C'est de s'employer à être celui qui précède, parce que pour pouvoir restructurer, il faut repartir de la structure, et pour repartir de la structure, il faut regarder la structure. Donc il faut sortir en fait ici de la structure. Je ne peux pas observer quelque chose dans lequel je suis plongée, jamais entièrement. Donc je dois regarder les choses de façon différente. Cette position, de fait, elle n'est plus relative aux autres. Lorsque je le fais de cette manière-là, ce n'est plus dépendant des autres. Je suis en autonomie lorsque je le fais. Je ne suis pas un initiateur, je ne suis pas un leader. Je ne prends plus de responsabilité dans le sens collectif. Au moins pour savoir quelle voie je veux ouvrir, au moins pour orienter ma décision. Dans, effectivement, l'idée du pionnier, mais aussi dans l'idée du précurseur, puisqu'il y a une association bien sûr ici entre les deux, mais on va le prendre vraiment dans l'angle du pionnier pour rester dans l'étymologie. C'est celui qui, donc en définissant sa voie, en l'ouvrant, il est pionnier dans sa catégorie, mais ça va même un peu plus loin. Il est celui qui a défini la catégorie dans laquelle il s'inscrit. Donc, ce qui est important après, c'est de revenir aussi à l'étymologie. Parce que souvent, on a des idéaux qui sont immenses et très grands, et c'est là où on se dit, bon, peut-être être difficile en fait, et puis souvent on a l'impression qu'on ne peut pas faire les choses tout seul. Mais pourquoi ? Parce que en fait, ici, il faut revenir au sens justement du pionnier. En étymologie, on parle ici de la racine de pied, et donc de piéton. Un pionnier, c'est donc une personne qui va créer sa propre tranchée, il va défricher son terrain, il n'y a rien à ce moment-là, hein. Il va vraiment créer sa propre voie, celle sur laquelle il va marcher. Donc il va pouvoir parcourir, puisque ça réfère ici au pied, qu'il est donc capable aussi de parcourir par lui-même, c'est-à-dire que c'est ce qu'il peut parcourir par ses propres moyens. Il est donc symboliquement celui qui va savoir se définir lui-même, il va s'employer ici à entreprendre en utilisant ses propres qualités, ses propres compétences. Et effectivement, il le fait dans son territoire, en fait, ici. Parce que il ne va pas aller creuser une tranchée pour parcourir à pied quelque chose qu'il va devoir rejoindre, et peut-être que déjà il va peut-être lui falloir prendre autre chose que ses pieds pour pouvoir rejoindre. Donc on n'est plus dans le pionnier en fait. Donc il y a quelque chose qui touche ici à la logique dans la compréhension. Quand vous êtes en train de vous demander ce que vous vous destinez à devenir, ce que vous déciderez d'être, en fait, ça c'est assez logique. Lorsque vous vous demandez, oui, mais comment je peux réinventer mon existence ? À partir de ce que vous êtes. Donc, a priori, et là on revient bien dans le Capricorne, il n'y a aucune erreur de calcul, tout est défini, tout est à sa place. Êtes-vous à votre juste place ? Non, il y a une différence entre les deux. Mais par contre, en quoi votre juste place serait complètement éloignée de ce que vous avez fait ? Il faut revenir de fait ici aux qualités effectivement du pionnier, parce qu'il agit à partir de sa propre volonté sans ici avoir un but collectif. C'est, on va dire que les atouts ici pour être un pionnier, il faut être curieux bien sûr, il y a de l'originalité, il y a de la spontanéité, il faut être libre aussi dans l'esprit, parce que quand même aller creuser sa tranchée, défricher quelque chose là où finalement personne ne se serait imaginé s'aventurer, il y a quand même ici une question de liberté, de vision libre aussi et libérée, donc de vision probablement globale. Mais en fait, ce qui compte, ce sont les qualités du pionnier, dans le sens ici compétence. Pour tracer votre propre voie, donc là revenir dans quelque chose qui est plus strict par rapport à vous-même, il faut considérer que tout ce que vous avez fait, puisque tout est à sa juste place finalement ici dans votre environnement. Tout ce que vous avez fait est très juste. Vous n'êtes pas à votre juste place de façon complète.
Parce que là, ça signifie vraiment être dans votre position, dans votre être, et d'être en pleine capacité de vos moyens. Mais tout est à sa place. À partir de l'endroit où vous vous situez, tout est à sa place. Ça dépend pourquoi, en revanche. Qu'est-ce que ça vous permet de développer comme qualité propre ? Elle est là la question que vous devez vous poser. Parce que pour développer des qualités propres, il faut des expériences pour pouvoir tirer des leçons, pour pouvoir générer ici des apprentissages qui vont vous permettre de changer votre conception de vous-même et de l'environnement. Développer la conscience de l'environnement dans lequel vous êtes plongé et la conscience de votre être. De pouvoir disposer ici, voire réévaluer, modifier, développer vos valeurs. Et au passage, pour que ça puisse se faire, il aura fallu développer votre esprit critique. Donc en fait, vous avez ici les ingrédients de votre savoir-faire. En tant que pionnier, voilà les points de base. Et ceux d'ailleurs que vous travaillez lorsque vous vous développez. On utilise le sens des expérimentations pour tirer ici des informations à partir de ce que vous êtes, la manière dont vous êtes conçu, votre code, en fait, votre programme. On décortique ensemble votre programme. Le fait de décortiquer votre programme vous permet d'être conscient de vous-même et de l'impact de l'interaction avec l'environnement. On vous facilite le retour aux valeurs qui sont les vôtres. Vos valeurs en tant qu'être, non pas simplement humain. Et on travaille beaucoup dans le sens des rôles. Donc les valeurs, elles n'ont pas d'association ici avec les rôles. Et donc pour ça, ça demande beaucoup d'esprit critique. Effectivement, ça demande une ouverture d'esprit et une vision globale. Donc clairement, c'est ce qu'on vous fait développer, les qualités ici du pionnier. C'est ce qui permet de développer un savoir-faire, mais qui vous appartient. Parce que ici, ce sont comme les grands jalons d'une structure, en fait, des conditions. Il y a une structure, je cherche à être. Voilà, d'accord, bon, ça c'est une structure, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir, pour pouvoir être, il faut disposer de la structure. Cette structure, elle est avec des conditions pour qu'elle puisse avoir, c'est l'idée de la présence en fait, pour que vous puissiez être présent et en mouvement, il y a des conditions. Ces conditions, elles sont par le développement de certaines qualités. Sans ces qualités, si vous n'avez pas d'esprit critique, par exemple, vous n'allez pas pouvoir être. Si vous ne savez pas tirer les leçons de votre expérimentation, vous ne pouvez pas connaître votre programme, donc vous ne pouvez pas avoir conscience ici de vous-même. Et les déductions que vous allez faire par rapport aux événements de votre environnement vont être décalées par rapport à ce que vous êtes. Donc en fait, vous n'allez pas être dans votre axe, si vous préférez. C'est vraiment à ça que ça revient. En revanche, si vous faites tout ça, oui, vous êtes dans votre centre, dans votre axe. Vous cherchez en permanence à rester bien au milieu. Et c'est un savoir-faire que vous développez qui s'approfondit évidemment avec le temps. Donc ce sont des compétences sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Cette intention d'être, elle n'est pas collective. Enfin, à un moment donné, elle peut l'être. Et puis petit à petit, vous vous débarrassez un peu de ce conditionnement par rapport au collectif. Mais même si elle n'est pas collective, c'est vrai que, je reviens au point de base, ce qui n'existe pas ici ne peut pas être évalué, estimé ou apprécié. Et c'est pour ça aussi que c'est important de ne pas prêter une intention collective à votre propre œuvre. Ici, on est dans la position du maître d'ouvrage. Donc, vous allez façonner à partir de ces qualités, vous allez façonner votre œuvre. L'œuvre se trouvant ici dans la maison 4 et en Cancer. Et cette œuvre, on ne peut pas l'imaginer dans un sens collectif parce qu'elle ne peut pas exister tant qu'elle n'est pas présente. On peut évidemment se nourrir dans le débat, on peut discuter et partager bien sûr ici nos idées. Mais dans la mesure où en tout cas si votre œuvre est conçue dans cette idée de précéder le curseur, on ne peut pas utiliser le curseur avant que ce soit présent. Donc on ne peut pas précéder le curseur simplement avec une idée. On peut en tout cas la nourrir et on peut partager, on peut coopérer autour ici de cette œuvre. C'est une œuvre qui peut être partagée bien sûr, mais on ne pourra pas savoir ce que va donner ici ce résultat et son impact. On peut au travers des conditions s'interroger et essayer de verrouiller le contenu de manière à ce que cela semble être le plus juste possible. C'est en général ce que fait un maître d'ouvrage. Un maître d'ouvrage, il considère qu'il y a des aléas. Si vous avez déjà utilisé un maître d'ouvrage, vous savez que vous avez par exemple une maison à rénover. Vous
faites appel à un maître d'ouvrage. Il va faire appel à tous les corps de métier dont il a besoin, à partir ici d'un plan qu'il aura établi. Mais dans l'établissement de son plan, il a considéré les aléas, parce qu'il y a toujours des aléas. Donc il y a 5 à 10% ici du projet qui va être sous contrainte d'aléas, sur lequel il lui faudra trouver des solutions, sur lequel il va falloir adapter, dans lequel il y aura donc ici un détail qui, chemin faisant, donc dans le mouvement ici de la reconstruction, il va devoir trouver des solutions alternatives finalement aux problèmes qui vont se présenter. Parce que il y a toujours un écart entre je pose les plans et je mets en mouvement et en action. Et notamment quand il y a de l'interaction, on sait qu'il y a de l'aléa en fait. Et donc si on fait correspondre les choses qu'à partir de soi-même, si on fait tout par soi-même, bon, on se posera la question de savoir si c'est possible dans toutes les situations, parce que c'est vrai on a des compétences bien sûr et des qualités, mais quand on est sur une œuvre qui est de grande envergure, par exemple, tout faire tout seul semble possible, hein, mais pourquoi ne pas aller s'associer avec des compétences qui ne sont pas nécessairement les nôtres, alors qu'on pourrait évidemment ici développer en route, mais est-ce que c'est nous, où est-ce qu'est la valeur en fait ici de chacun? Et c'est ça, quand on monte un projet, on s'interroge sur les compétences de chacun, on met tout en commun et puis on distribue ce qui correspond finalement aux compétences des uns et des autres. Donc quand on est maître d'ouvrage, c'est ce que l'on fait. Ensuite, on pilote le déploiement du projet, et pour que l'œuvre puisse être achevée, effectivement, on a besoin de générer de l'adaptation au cours d'un projet. Et ça, c'est un mouvement qui est naturel aussi. Non pas parce que l'on apprend en faisant, mais parce que l'on découvre des choses en faisant. Donc, de partir d'un objectif et de s'imaginer qu'il aura exactement cette forme au final, paraît incohérent par rapport au mouvement le plus naturel. De mon expérience, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu... et c'est pour ça que je vous dis souvent attention à la forme, parce que c'est vrai que plus on est dans la forme, plus on est conditionné par un résultat d'une certaine manière. Et finalement, le résultat, c'est le résultat, c'est pas la manière ici qui compte, c'est pas le fait que ça finisse, je sais pas, bleu ou rouge, j'en sais rien. Ce qui compte, c'est ce que cela va apporter. Donc si vous mettez votre intention non pas sur la forme, mais sur finalement le sens de l'objectif que vous poursuivez, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement considérer les aléas, alors que si vous êtes très attaché à la forme, vous allez obtenir un résultat. Mais en tant que précurseur, cette forme, c'est difficile de l'imaginer de façon aussi stricte. Et donc, il y aura nécessairement des choses qui vont passer à côté. Et ça peut générer de la frustration, etc. Parce qu'on a l'impression de ne pas avoir abouti, alors que si, en fait. Mais c'est une façon de concevoir l'aboutissement qui doit aussi pouvoir évoluer. Bon, ça fait partie aussi des qualités, ça va dans l'expérimentation et ça va dans l'esprit critique, hein, on est d'accord, mais peut-être que pour certains, vous avez besoin de le réentendre à ce moment-là. Donc la seule personne évidemment que vous vous destinez à être, c'est la personne que vous déciderez d'être. C'est les personnes aussi, si vous produisez une œuvre, l'œuvre que vous vous destinez ici à incarner ou que vous vous destinez ici à produire dans ce monde va aussi être en reflet des partenariats que vous allez créer. Et donc, dès lors que l'on est en interaction ici avec les autres, on ne peut pas considérer uniquement soi, effectivement, dans l'équation, mais c'est l'analyse aussi de ce que vous allez unir et réunir autour de ça qui compte. Je reprends l'exemple du maître d'ouvrage. C'est possible, en fait, de prendre n'importe quel ouvrier pour travailler. Maintenant, si vous êtes entouré des experts dans leur domaine, vous n'aurez probablement pas le même projet, en tout cas la manière de le mener et le résultat sera probablement différent de si vous aviez pris peut-être le projet le moins coûteux, les matériaux les moins nobles et effectivement ici les personnes peut-être les moins compétentes dans leur discipline. C'est le même principe. Donc par rapport à vous-même, appliquez effectivement ici ce principe pour des projets professionnels mais aussi pour des projets de vie. Si par exemple vous êtes animé d'une très noble intention de créer un projet qui n'existe pas, ou effectivement vous vous dites ah oui là pour effectivement la portée de ce projet elle peut avoir un impact fort sur le collectif,
ça n'existe pas, je me sens capable ici de le faire, alors là, il faudra quand même regarder les compétences que vous allez associer à ça. Et si vous n'êtes pas animé des mêmes intentions, il est peu probable que vous réussissiez à monter ce projet avec en tout cas une façon de le vivre qui va être cohérente avec ce que vous recherchez. Pareil pour un projet de vie. Si le projet de votre vie, c'est d'avoir une famille et des enfants, bon, très bien. Posez-vous de fait la question quand même de l'intention, parce que famille et foyer, c'est deux choses différentes. Si vous aviez pour projet d'être dans une famille, vous y êtes probablement. Maintenant, est-ce que cette famille que vous avez construite, elle vous permet de vous épanouir ? Si on conçoit une famille, c'est peu probable. C'est-à-dire que dans une famille, vous aurez ici des saboteurs et des alliés. Donc il y a des personnes avec qui ça va très très bien se passer, et puis il y a des personnes avec qui ça va pas très bien se passer en fait. C'est le propre même d'une famille, c'est sa structure. Donc à partir de là, point d'interrogation. Si vous vous dites non, je veux concevoir ici un foyer dans lequel chacun va pouvoir s'épanouir, l'intention n'est pas la même. Cependant, il va falloir ici savoir quel est votre partenaire, parce que tout va dépendre bien sûr ici de votre partenaire. Si votre partenaire n'est absolument pas dans la même vision que vous, s'il ne conçoit pas la vie de la même manière, s'il ne se conçoit pas lui-même et s'il ne conçoit pas l'environnement ici à hauteur de votre propre conception, c'est pas probable en fait ici comme aboutissement. C'est possible, parce que de toute façon, c'est l'infini des possibles. Donc c'est possible, il peut y avoir, je veux dire comme ça, une chance sur 100. Si vous êtes effectivement sur une chance sur 100 et que c'est celle-ci qui est en place, je serais tentée de dire tant mieux pour vous. Mais cette probabilité, elle est quand même suffisamment grande pour se dire que peut-être on ne va pas que compter sur la chance, parce que il y a un petit peu trop d'aléas. Et donc, le maître d'œuvre dit 5 à 10% d'aléas, c'est déjà beaucoup. Alors, imaginez que vous comptez sur le 1%, ça fait 99% d'aléas. Il y a quelque chose à réfléchir. Il y a une réflexion ici à porter. Donc, la structure et les conditions de votre structure présente, il faut les évaluer. Si aujourd'hui, vous êtes pleinement heureux, donc là, on reprend les questions notamment qui ont été posées en pleine lune. Cancer, puisque tout part quand même ici du point de reliance. La structure est liée, en fait, ici à ces conditions. Reliance. Ok ? Donc, quand vous vous interrogez par rapport à des situations présentes, vous devez vous poser des questions. Ces questions, c'est la pleine lune en cancer qui nous les a apportées. Donc, je ne vais pas le réimpliquer ici dans cette vidéo. Je vais juste faire un tout petit rappel pour faire un point de conjonction. Parce que de toute façon, tout se relie quand même. Hein, donc, c'est quand même important. Contentement, lucidité et paix. Si vous vous interrogez, vous devez être lucide. Vous devez regarder les choses telles qu'elles sont, pas comme elles vous arrangent. Et si vous avez fait vos choix avec 99% d'aléas, c'est quand même mieux de le savoir, je crois. Parce que autrement, vous ne pouvez pas disposer de votre structure. Si vous ne disposez pas de votre structure, vous ne pourrez pas restructurer. Au-delà de la lucidité, parce que la lucidité, c'est vraiment qu'on essaye de résoudre quelque chose. Donc on veut être vraiment dans la résolution. Mais il faut être lucide dans la résolution. Maintenant, si cette situation aujourd'hui, vous êtes en paix avec, bon, eh bien, si ce que vous vivez vous met en situation de paix, ne revenez dans la structure que lorsque vous ne l'êtes pas en paix. Travaillez là où la paix n'existe pas. Parce que on doit changer les choses de façon progressive. Donc, si vous voulez analyser votre structure dans l'ensemble, regardez là où vous êtes conscient que la lucidité, ici, ça n'a pas été votre moteur d'observation. Attachez-vous à le faire. Notamment si cette situation, elle n'est pas harmonieuse, si elle n'est pas en paix, si vous ne vous sentez pas ici à l'aise avec tout ça. Et puis, le moyen le plus facile de le faire, c'est le contentement. Quand quelque chose se produit, est-ce que j'en suis satisfait ou pas ? Je vais quand même rappeler que le contentement n'est pas le compromis. Parce que souvent, on confond aussi les deux. On a une condition ici morale, qui est présente quand même chez tout le monde. On nous a dit, vivre ensemble, c'est faire des compromis. Pas du tout, en fait. Si tout le monde est lui-même, il n'y a pas besoin de compromis.
le compromis n'est nécessaire que lorsqu'effectivement la conscience de soi et la conscience de l'environnement, elle est limitée. Parce qu'on n'est pas capable ici de savoir si on s'appuie sur les mêmes valeurs, on n'est pas capable de disposer du même esprit critique, on n'est pas capable ici d'expérimenter d'une même façon. C'est la seule raison en fait qui nous pousse à faire du compromis. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ont ces mêmes capacités que nous? La réponse c'est oui aussi. Donc pourquoi donc serions-nous dans l'obligation de vivre ensemble sous compromis au plus près, hein, j'entends. Pourquoi? À quoi ça sert en fait? Quelle est donc l'expérimentation que je vais faire autour de ça? Parce que la responsabilité, elle est individuelle. Si moi j'ai pris la mienne, pourquoi je devrais vivre ici en continuant à faire des compromis? Pourquoi n'aurais-je pas l'opportunité de vivre? Parce que les compromis, c'est de l'existence. Ça veut dire coexister ici avec des personnes qui ont encore de nombreuses choses à faire sur elles-mêmes dans leur expérimentation, qui ont besoin d'exercer leur esprit critique. Je peux contribuer à ça. Mais suis-je obligée de m'imposer de le vivre de façon quotidienne? C'est la question. On ne peut pas s'empêcher d'être en interaction avec les autres. C'est pas la question. Mais quand on est dans le foyer, ici se pose la question parce que la symbolique du foyer, c'est de pouvoir rentrer chez soi quand même et de ne pas être dans l'obligation de porter un costume. C'est de pouvoir être soi. Parce que quel est cet autre endroit autrement où on peut l'être, à part seul? Ça, c'est une vraie question. Et pour certains, vous avez vraiment besoin de vous la poser parce que il n'y a pas de possibilité de souffler. S'il n'y a pas d'endroit où vous pouvez être vous-même et vous pouvez être dans cet environnement où finalement l'existence et la vie peuvent coexister, avec le temps, il n'y a pas de paix ici à la clé. Et si vous pensez que cela est ok, vous pouvez forcer l'esprit à ne plus être critique justement et vous dire oui, je suis en paix avec ça. Oui, vous pouvez être lucide et vous pouvez l'accepter bien sûr. Mais avec le temps, quelque chose deviendra chaotique parce que le contentement n'y est pas. Et la règle, c'est contentement, lucidité et paix. C'est pas effectivement un morceau au détriment d'un autre et donc je ne fais pas de compromis avec moi-même. Si je recommence à me placer dans le compromis avec moi-même, je reviens en dehors de ma structure et donc je n'ai pas la possibilité de restructurer. Donc restructuration, justement. Vous avez compris que la restructuration, enfin en tout cas j'espère, et si ce n'est pas le cas, je vais le dire beaucoup plus clairement, la restructuration n'est possible que lorsqu'effectivement on est prêt à dissoudre le voile, ici, avec notre propre responsabilité individuelle, notre propre territoire intérieur et notre propre territoire extérieur. La liberté, c'est pas une qualité, c'est un état, c'est une façon, une manière ici de faire, de concevoir notre existence et de l'imbriquer avec la vie. Lorsqu'on est dans cet état, donc lorsqu'effectivement, finalement, on se place dans notre liberté et on souhaite que ça devienne notre manière de se comporter, alors oui, ici, on peut s'affranchir. Et première chose que l'on va faire, c'est s'affranchir de toute façon de la responsabilité collective que l'on imagine être structurelle et c'est absolument pas le cas. Par contre, ce que vous avez à produire et ce que vous avez à faire probablement aura un impact ici sur cette collectif, la structure ici collective. Et donc, c'est plus ça en fait ici qui est important. Parce que c'est cette conscience collective et c'est cette imbrication de votre individualité dans le collectif qui crée une illusion avec votre conscience la plus individuelle et qui fait résonner cet écho très binaire. Parce que à ce moment-là, la question va se poser. Où commence et où se termine votre liberté? Et donc, à quel point limitez-vous votre propre expansion individuelle? Parce que si effectivement vous posez la question de savoir où commence et où s'arrête votre liberté, elle peut déjà plus être entière en fait. Elle a un début et une fin. Alors dans ce cas-là, c'est pas un état. C'est une pensée. C'est un reflet de la liberté. La pensée projette ici le reflet de la liberté. Mais ce n'est pas un état. Vous n'avez pas atteint l'état d'homme libre ou de femme libre, d'être libre. Vous avez une projection de la liberté. C'est dans vos pensées. Vous pensez à la liberté. Il y a des endroits où vous avez le sentiment, par association, de l'être. Mais le simple fait de vous demander au travers d'un collectif où commence votre liberté et où elle met sous contrainte les autres, ou le questionnement par rapport ici à une restructuration que vous voulez mener entre
j'ai envie d'y aller, mais ça impacte les autres. Donc ici, comment je me place? J'ai envie d'être, mais effectivement, j'ai peur d'être. On n'y est pas en fait, on n'est pas dans l'état ici de liberté. Parce que c'est le seul endroit où finalement, cette illusion subsiste. Cette séparation ici avec vous-même continue à exister, donc vous êtes vraiment en train de faire perdurer quelque chose dans l'existence qui n'est pas la vie et qui ne va donc qui ne va pas vous permettre d'entrer en expansion d'un point de vue individuel. Ici, il y a quelque chose qui relève de l'autorité extérieure, supérieure, et on prend le prétexte en général de la sécurité. C'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, mais la vie, elle est comme ça. Non, l'existence, elle est comme ça. Ne soyons pas insultants ici avec la vie. Ne soyons pas insultants avec cette structure. On vous a tout donné. Je répète ce que l'on s'est dit il y a quelques vidéos de cela. On vous a tout donné. Pourquoi voudriez-vous que la vie vous offre autre chose? Elle vous a tout donné. Elle vous a donné toute cette capacité de réflexion. Elle vous a donné tout ce dont il fallait du point de vue biologique pour que vous puissiez développer ces qualités. Elle ne va pas en plus être le substitut de votre propre volonté. Sinon, elle serait une autorité. Elle serait donc ici en train d'essayer de vous soumettre. Mais la vie ne nous soumet pas. L'existence, notre conception de la vie nous soumet. Notre rapport aux autres nous soumet. Notre rapport au plan physique, le fait de regarder le ciel et de se dire que quelque chose d'autre existe, soumet notre volonté individuelle. Mais si on a développé toutes ces qualités, et la vie, effectivement, a fait son travail ici autour de ça, en nous donnant tout ce qu'il fallait, un cerveau, on a pu s'incarner, la biologie et devenir ici un organisme vivant à part entière, ça c'est le miracle en fait, ça défie déjà les lois de la nature. C'est-à-dire que le miracle, c'est quelque chose ici qui défie toutes les lois dites naturelles. Et c'est déjà un miracle, l'assemblage ici de l'ensemble de ces molécules. La diversité qu'on vit ici, elle est déjà miraculeuse. Pourquoi il nous faudra un autre miracle, en fait? Alors, pour le coup, je vais vous renvoyer la question de façon beaucoup plus directe. Pour moi, ici, ce serait vraiment... en termes de valeur, j'aurais beaucoup de difficultés à comprendre que quelqu'un demande plus que ça, en fait, vraiment. C'est-à-dire que je trouve que le moment où on prend en considération, on se rend compte, c'est-à-dire que là, avec tout ce qu'on a travaillé, notamment sur cette séquence à l'automne, le fait que quelqu'un dise « c'est pas suffisant », alors que je trouve que c'est déjà une montagne de trésors, je trouverais quand même ici qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas dans le programme de la personne qui le pense, en fait. Parce qu'on peut concevoir ici qu'on nous a tout donné et on peut trouver difficile de l'utiliser. Ça, c'est de l'apprentissage. Mais par contre, demander plus, vous savez que je n'aime pas la gratitude, mais là, pour le coup, je pourrais quand même considérer qu'il y a une forme d'ingratitude ici par rapport à la vie. On manquerait de considération quand même. Et donc, c'est assez fabuleux, en fait, ce qu'on nous a donné. Pour moi, ça va au-delà du privilège. Je sais qu'on a utilisé cette citation, mais pour moi, ça va au-delà du privilège. Vivre va au-delà du privilège. Le privilège, pour moi, ce serait plutôt l'existence. Vous voyez, le fait d'avoir réussi à s'incarner, c'est un privilège. Et c'est ce qui fait que la vie, pour moi, elle va au-delà du privilège. Et donc, c'est un véritable honneur ici d'être là. Et je reviens à ce que j'ai dit par rapport au temps, et c'est pour ça que, pour moi, à partir du moment où on respire, mais le reste n'est que prétexte, en fait. Et donc, effectivement, ne pas voir au-delà de cette excuse lorsqu'il y a eu autant de transmissions, ça devient même pas contre-productif, ça devient pas contre-intuitif. C'est-à-dire que là, le jeu contre soi, on peut pas l'ignorer, en fait. Parce qu'on a tout. Et on a tout ce qu'il faut pour au moins être lucide. Et c'est vraiment avec ça, en fait, que je veux que vous sortiez ici de cette série sur la structure et la restructuration avec la lucidité. Parce que je peux comprendre que lorsque l'on n'a pas la lucidité, effectivement, on se perd. Parce que dans la conscience de l'environnement, il y a tellement de facteurs qui viennent tout bouleverser, tout mélanger, cette espèce de gloubi-boulga qu'on a dans la tête. Celui-ci, il est compréhensible. Quand on démêle tous les fils,
à moins que vous ayez envie de les réemmêler, je ne vois pas tellement comment la lucidité pourrait vous échapper. Sinon, c'est ce qu'on appelle le comportement qui est déresponsabilisant et il faudra travailler sur ça. Pourquoi ici, alors que finalement tout vous est montré, pourquoi vous refusez ici de prendre votre responsabilité? Il peut y avoir plein de raisons à ça. Ça ne peut pas être une question de sécurité parce que là, il y a un conditionnement qui est vraiment non naturel. Ça viendrait d'autre chose. Et ça peut venir d'un conditionnement qui est beaucoup plus profond, mais qui peut être lié à la conscience de l'environnement. Hein. On a quand même, on a parlé des conditionnements religieux, mais au-delà du côté religieux, de tout temps et dans toutes les époques, on a fait état ici, du fait qu'il y a le bas et le haut, on a fait état du comportement ici de l'humain. Et du moment où l'humain a pris conscience de lui-même, il a pris conscience de son corps, il a pris conscience de son existence, il a pris conscience ici qu'il y avait le temps qui passe et qu'il y avait des conditions ici pour que son existence perdure. Et les phénomènes que l'humain n'est pas capable d'expliquer par la science ou par la connaissance, il doit les remplacer. C'est le système de croyance qui veut ça. Donc, dans les temps primitifs, on pensait qu'un dieu envoyait la foudre, et puis aujourd'hui, on sait maintenant comment se créent ces événements météorologiques. Mais tout ce qui touchait par exemple à la météo, ou au mouvement ici des étoiles, imaginez bien que il y a des milliers d'années, quand on voyait une pluie d'étoiles filantes, on avait peut-être l'impression que c'était la fin du monde, d'autant plus s'il y avait ici des météorites qui tombaient sur Terre. Ça paraît logique, en fait. Il y a un moment donné où là, on peut être logique. On peut être logique sur le fait qu'il nous faille inventer des choses pour justifier des événements que l'on ne comprend pas. Le cerveau est ainsi fait qu'il le faut, en fait. Sinon, la vie est chaos, donc ça ne marche pas. Donc regardez de ce point de vue-là, parce que si effectivement, lorsque on vous explique, c'est-à-dire quand il y a une explication, normalement le cerveau est capable de déconditionner quelque chose. Donc si par exemple on croit à l'enfer ou au paradis, là, oui, il peut y avoir un problème, parce que de ce point de vue-là, ce que permet de faire la croyance dans l'enfer ou le paradis, la croyance dans le diable ou effectivement dans le sauveur, elle va justifier toute l'irrationalité autour de ça. Et l'irrationalité qu'ont les gens, je vais dire lambda, on va le dire comme ça, parce que je pense que majoritairement l'humain est bienveillant. Toutes ces personnes bienveillantes, ça leur permet de justifier le fait qu'il y a au milieu de ce groupe des personnes qui ne le sont pas et qui peuvent avoir ici des actions et des réactions de cruauté. Donc si Dieu n'existe pas, pourquoi certains d'entre nous auraient ces actions ? Il faut le justifier par quelque chose. Si par exemple dans une société on a incapacité à traiter cette cruauté, je peux comprendre qu'on ait besoin du conditionnement de la justice divine. Parce que autrement, ça rendrait l'existence assez inacceptable sur plusieurs points. On va parler d'idéologie, hein, donc je veux simplement ouvrir ici une porte. Ça, c'est le Verseau qui le porte, donc je ne vais pas aller trop loin dedans. Mais cette idée ici de sécurité, par certains conditionnements s'explique, et parfois ces conditionnements-là nous empêchent justement de dissoudre le voile entre nous et nous-mêmes. Parce qu'on a besoin, d'un point de vue collectif quand même, de justifier certains faits, certains éléments. On a besoin de justifier que certaines choses existent. Mais ce n'est pas parce qu'on a besoin de le justifier, parce qu'on ne le comprend pas ou parce que on a besoin que quelque chose vienne réparer ce que l'on se sent pas capable de supporter autrement, qu'il faut manquer de lucidité. D'une part, parce que là, je vous renvoie aussi à ce qu'on disait lorsqu'on a commencé l'été dernier, il y a des sujets qui vous touchent plus que d'autres. Et si ça vous touche plus que d'autres, parce qu'on n'est pas touché toujours par les mêmes sujets, eh bien c'est peut-être parce que c'est lié à cette expérimentation ici, qu'en tant que pionnier, en tant que précurseur, vous cherchez à incarner. Et donc, quand vous ressentez que quelque chose est profondément injuste, c'est souvent une indication, non pas que vous allez corriger cette injustice, mais que vous allez œuvrer, c'est-à-dire que ça donne un sens à quelque chose qui va toucher à votre ouvrage. C'est une information. Et donc cette information, il faut la traiter, mais il faut la traiter à l'extérieur du conditionnement, parce que vous comprenez bien que tant que vous êtes dans un conditionnement sur le plan collectif, eh bien ça ne va pas vous permettre, en fait, ici, de définir votre propre orientation. Et donc ça limite votre expansion
individuel au profit du collectif, puisque l'interaction que de toute façon, ce que vous faites a un impact, et donc ça va limiter évidemment l'expansion de cet impact individuel du point de vue du collectif. Et donc là, il faut porter évidemment une interrogation de ce point de vue-là. Mais c'est une interrogation, c'est le fait de noter quelque chose, et c'est pour ça que c'est important d'être lucide. S'il y a quelque chose que l'on n'arrive pas pour une raison X ou Y à dépasser, il faut prendre conscience du voile, parce qu'il va falloir travailler autour de ce voile. Si en revanche, je refuse de voir le voile, je suis une étape en arrière, et là je ne peux pas restructurer, parce que pour restructurer, j'ai besoin de faire émerger la structure. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans cette position où l'interrogation par rapport à votre liberté est conditionnée à finalement le début et la fin et l'impact que cela peut avoir sur les autres, il y a quelque chose à travailler. Si, ok, vous vous dites non, en fait, je pense que ça, je peux le dépasser, alors il va falloir vous employer à le dépasser parce que c'est le principe de la restructuration. On ne peut pas réitérer quelque chose dont on n'a pas défini les contours. Quand les contours sont définis, alors on peut agir. Et entre les deux, entre structuration et restructuration, il y a souvent un espace vide. Et c'est dans cet espace vide que va se situer des questionnements. Et ces questionnements sont sains, parce que comme tous les questionnements, c'est ce qui nous permettent d'exercer notre esprit critique et de reprendre justement l'ensemble des éléments de notre propre structure pour se repositionner. Ce n'est qu'un repositionnement. C'est un mouvement qui est naturel. Cette désynchronisation, elle est naturelle, elle fait partie des cycles. Elle fait partie du fait que vous êtes un organisme vivant. Si vous étiez une machine, le traitement de l'information se ferait de façon immédiate, mais ce n'est pas le cas. Et c'est très bien comme ça. Donc, c'est aussi se respecter dans son mouvement le plus naturel et laisser les choses, évidemment, ici, se mettre en place. Donc, laissez-vous porter. J'espère, bien sûr, que cette vidéo et ces deux vidéos, finalement, dans le fond, puisqu'elles sont partie 1, partie 2, quelque part, vont vous permettre de vous repositionner ici autour de tout ça. Et d'un point de vue chronologique, elles tombent, je crois, à point nommé. On est vraiment dans le moment de l'année où, justement, on se positionne dans soit un nouveau point de départ de la forme, 1, soit, effectivement, on cherche un aboutissement, 10. Donc, tout le monde ici ne va pas se mettre en place d'une même manière, mais j'espère que, quel que soit finalement ici le mouvement qui va se mettre en place, ça saura en tout cas ici vous inspirer, peut-être pas pour tous de la restructuration, mais en tout cas une nouvelle manière de concevoir ici votre propre cycle, de vous concevoir vous-même et surtout de concevoir, bien sûr, ici l'environnement. Et en attendant de vous retrouver donc pour la conclusion, on fera forcément ici un lien avec ces vidéos. Eh bien écoutez, dans quelques jours on va aller conclure le Capricorne pour pouvoir aller ouvrir le Verseau. Mais dans l'intervalle, eh bien de mon côté, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.